à toutes et tous. Et j'ai le très très grand plaisir de vous présenter, selon la tradition, notre conférencier de ce soir, Paulin Ismard, qui est professeur des universités depuis 2020 à l'université AMU, Aix-Marseille Université. Paulin Ismard est l'un des meilleurs historiens d'histoire grecque, il n'écoute pas pour l'instant, donc je peux le dire, en histoire grecque en France. C'est un produit du parcours français, puisqu'il était élève à l'école normale supérieure et puis agrégé d'histoire. Voilà, c'est un parcours idéal. Et surtout, il a fait sa thèse à Paris, Panthéon-Sorbonne, avec Pauline Schmitt-Pantel. Et après sa thèse, quelques années après, il a été recruté comme maître de conférence dans cette même université, Paris 1, où il est resté une dizaine d'années, non sans avoir fait quelques séjours aux États-Unis, notamment au Center for Hellenic Studies à Washington, et puis surtout au très prestigieux Institut d'études avancées de Princeton, grâce, je pense, Paulin, à un mandat de l'Institut universitaire de France, c'est ça, qui te permettait de prendre un détachement ou d'avoir un peu de temps libre pour aller à l'étranger. Et ceci explique que, sur certains aspects, Paulin Ismard est aussi une espèce de pont entre la recherche américaine et la recherche européenne. Et j'en prends pour exemple la préface qu'il a signée pour la traduction française d'un livre de Josiah Ober, un livre tout à fait excellent, qui, à mes yeux, porte un très mauvais titre en français, mais enfin, ça, c'est une autre chose. L'énigme grecque, je pense. Voilà, histoire d'une énigme économique et démocratique, je crois, entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, un livre extraordinaire qui est préfacé précisément par Paulin Ismard. Mais la spécialité de Paulin Ismard, c'est évidemment l'histoire politique et sociale des cités grecques. On a l'habitude d'étudier ou de regarder le développement de la démocratie athénienne ou même des cités grecques par le biais institutionnel. Je pense notamment à une grande école historique dirigée par Mogens Hansen à Copenhague. La perspective de Paulin Ismard est plus une perspective sociale, c'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière en étudiant ce qui fait le lien social et en étudiant toutes les entités communautaires de la démocratie athénienne, l'Édème, les fratries, les Eranoi, enfin bon, les Thiazes, toutes ces entités qui ne sont pas du tout fermées sur elles-mêmes, qui interagissent les unes avec les autres, mais qui forment un réseau. Et c'est le titre de son ouvrage en 2010, les réseaux de cette démocratie athénienne, qui en fait explique que ce régime se soit prolongé sur tant de siècles. Et puis, il s'est aussi intéressé à un autre aspect de la démocratie athénienne qui nous rapproche d'une certaine manière, enfin nous verrons, mais du thème en tout cas de la conférence de ce soir, en étudiant une catégorie particulière d'esclaves, les premiers fonctionnaires d'une certaine manière, et en montrant combien la cité démocratique avait tenu les savoirs spécialisés en dehors du champ politique, pour éviter qu'en s'appuyant sur ces savoirs, dont les citoyens n'avaient pas nécessairement la maîtrise, ces savoirs puissent constituer une espèce de légitimité d'un pouvoir. Donc c'est son livre de 2015, dont je vous recommande également très fortement la lecture, « La démocratie contre les experts ». C'est l'étude de cette catégorie d'experts qui sont esclaves dans le fonctionnement de la démocratie athénienne.
Ce qui explique son intérêt pour l'esclavage. Je ne sais pas s'il y a un lien de ce type-là, mais en tout cas, un intérêt pour l'esclavage de plus en plus large, parce qu'il est également très intéressé par le comparatisme. Et dernièrement, il y a moins de 2 ans, il a dirigé un volume fondamental sur les esclavages ou les esclavagismes comparés. Et ça, c'est son dernier grand œuvre, je dirais. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime, et d'ailleurs cet ouvrage en est la preuve, travailler en équipe, collectivement, et soit avec de grandes équipes, comme pour ce volume, soit, je dirais, en duo. Et je voudrais rappeler ici le très beau livre sur l'histoire athénienne de la fin du 5e siècle, Athènes 403, qu'il a co-signé avec Vincent Azoulay. Vincent Azoulay, que peut-être certains d'entre vous ont entendu il n'y a pas si longtemps, ici même. Voilà, je voudrais juste terminer alors en soulignant que Paulin Ismar est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la communication, à la vulgarisation. En tout cas, il participe à des émissions de radio sur France Culture, certainement, mais aussi sur Arte, notamment dans une série documentaire qui était dirigée ou organisée par Patrick Boucheron, et ce qui nous laisse présager qu'il va pouvoir nous passionner comme sur les ondes. Et je lui cède alors immédiatement la parole en le remerciant d'avoir eu la chance d'être dans la bonne rame du Thalys aujourd'hui. Merci, Paulin. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, cher Didier, pour cette présentation et puis de manière plus générale pour votre accueil très, très chaleureux. C'est un plaisir et c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Alors, ce dont je vais parler, je crois que j'ai intitulé cette présentation « La pensée grecque de l'esclavage, une énigme ». Alors, je vais essayer d'abord d'expliquer ce que j'entends sous ce titre. Et en partant d'une promesse faite au cours de la Révolution française par un des grands abolitionnistes français, l'abbé Grégoire, qui en juin 1791 s'adressait aux habitants de la colonie de Saint-Domingue. Et il leur disait « Un jour, le soleil n'éclairera parmi vous que des hommes libres. Les rayons de l'astre qui répand la lumière ne tomberont plus sur des fers et des esclaves. » La sortie des ténèbres, la promesse d'une aube nouvelle pour le genre humain. Depuis en fait le milieu du XVIIIe siècle, les partisans de l'abolition de l'esclavage n'ont cessé, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, de présenter leur combat comme la victoire définitive de la lumière contre l'obscurité. L'abolition de la traite, puis de l'esclavage, devant être une étape décisive dans la marche du progrès universel. Et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'avec l'abolition d'abord de la traite, puis de l'esclavage, pour la première fois dans l'histoire, des hommes ne se contentaient pas seulement de condamner la moralité de certaines pratiques esclavagistes ou de discuter l'identité des groupes qui pouvaient ou ne pouvaient pas être la victime de l'esclavage. Ils entendaient désormais éradiquer à jamais l'esclavage de la surface du monde. Et l'abolitionnisme, de ce point de vue-là, ne fut pas seulement, on pourrait dire aussi, un idéal qui guida la politique des nations européennes, mais il fut, de manière générale en Europe, un projet de réforme des sociétés qui accompagna la transformation des sensibilités. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous, évidemment, abolitionnistes, au sens où nous considérons que l'esclavage est une aberration morale et un attentat contre la dignité humaine. Or, ce consensus, qui, je pense, on peut dire, est tout à fait inédit à l'échelle de l'ensemble de l'histoire humaine, d'une certaine façon nous éblouit et nous aveugle. Puisque le discours abolitionniste, en enténébrant le passé, c'est-à-dire en présentant le passé comme un vaste âge des ténèbres, nous a aussi rendu incompréhensible la façon
dont, dans le passé parfois très lointain, l'esclavage pouvait avoir le statut d'une institution incontestée moralement. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, la question de l'existence même de l'institution esclavagiste n'était pas en débat. Évidemment, les intellectuels du monde antique, c'est vrai pour le monde grec comme pour le monde romain, ont pu condamner la réduction de l'esclavage de telle ou telle population, louer ou critiquer le comportement de tel ou tel maître, mais jamais ils n'ont condamné l'esclavage comme institution. Et en même temps, ce qui est éminemment paradoxal, c'est qu'il me semble qu'on chercherait en vain, dans les textes de la pensée antique, un corps de doctrine globale par lequel ces mêmes auteurs auraient entrepris de légitimer l'institution de l'esclavage. Ce qui suggère d'une façon que quand on essaie d'écrire une histoire de la pensée antique au sujet de l'esclavage, en se demandant, parce que c'est comme ça généralement qu'on l'écrit, en se demandant à chaque fois quel auteur a été plus ou moins favorable à l'esclavage, en fait, la question est mal posée. De ce point de vue-là, il faut rappeler que le texte le plus complet de la philosophie antique au sujet de l'esclavage, c'est-à-dire le livre 1 des Politiques d'Aristote, dans lequel Aristote développe le concept d'esclave par nature ou d'esclavage par nature, ce livre 1 de la politique ne propose une réflexion sur l'esclavage qu'au cours d'une digression rapide, en fait, au sein d'un développement beaucoup plus général, dans le premier livre, qui porte sur la nature, sur la spécificité de ce qu'est le pouvoir politique par rapport aux autres formes de domination. Donc en fait, on pourrait dire que l'esclavage relevait dans le monde ancien d'une catégorie de choses assez déconcertantes pour les raisonnements historiens, c'est-à-dire d'institutions dont l'être ou le non-être, de toute façon, ne prêtait pas au débat. Et de ce point de vue-là, peut-être que plutôt que le premier livre de la politique d'Aristote, un texte particulièrement intéressant, c'est l'autre monument de la pensée politique ancienne, la République de Platon, puisque dans la République de Platon, il n'est quasiment fait jamais mention de l'esclavage. Les esclaves n'apparaissent pas, en réalité, dans la République de Platon. Non pas du tout comme ce que certains philosophes, heureusement, évidemment très très minoritaires, mais qui ont existé, non pas que Platon ait été, loin s'en faut, abolitionniste, c'est pas du tout ça. C'est juste que l'esclavage n'est pas un objet de discours. Leur présence est incontestable dans la cité idéale de la République, mais à aucun moment les esclaves constituent une partie de la cité dont il soit pertinent de parler sur le plan philosophique. De toute façon, on pourrait dire que l'esclavage a un peu... On est un peu dans la situation de la lettre volée d'Edgar Poe. C'est-à-dire cette lettre qui est placée à la vue de tout le monde sur la cheminée du centre du salon et qui, pour cette raison même, est invisible à l'enquêteur. C'est d'une certaine façon... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'une certaine façon l'évidence indiscutable du fait esclavagiste au centre de la société athénienne qui empêche qu'il devienne un véritable objet de discours. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut... dans ce cas-là, étudier ce qui serait la pensée ou l'imaginaire grec de l'esclavage. Un très grand historien américano-britannique, Moses Finlay, avait d'une certaine façon vu cette difficulté. Dans une formule lapidaire, et qui est quand même en partie énigmatique, il avait affirmé qu'il n'y avait peu de place pour l'idéologie au sens marxiste dans la cité grecque de l'époque classique. Ce que voulait dire Finlay, alors c'est une notation en fait de Finlay, et ce qu'il entendait par cette brève formule n'est pas si simple à comprendre. Mais ce qu'on comprend, c'est que selon Finlay, la permanence et la reproduction du mode de production esclavagiste n'avaient pas besoin de reposer sur l'existence d'un discours ou d'un système de représentation qui, dans un sens étroitement marxiste et assez basique de la façon dont on peut définir ce qu'est l'idéologie, dont la fonction aurait été de dissimuler ou de masquer les formes concrètes d'exploitation. A priori, on pourrait penser que le propos de Finlay est extravagant, au sens où, dans toute société, dans les sociétés anciennes comme dans les sociétés présentes, évidemment, la pensée des hommes, des femmes de cette société est une composante de la réalité sociale.
Donc on pourrait dire la reproduction des rapports esclavagistes reposait évidemment sur un ensemble de discours et de représentations qui étaient incorporés par les individus. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que la croyance dans le caractère indépassable de l'esclavage, c'est-à-dire l'idée de l'impossibilité qu'il puisse exister un monde dans lequel l'esclavage aurait été aboli, relève bien de l'idéologie. Mais en même temps, je crois que Finlay pointait quelque chose d'intéressant. Ce que Finlay voulait dire, il me semble, si on suit cette hypothèse, c'était que l'institution esclavagiste ne se légitimait que de sa propre violence. La situation de la société esclavagiste relève, en fait, si on essaie de prolonger le propos de Finlay, de ce qu'on pourrait appeler le modèle de la guerre indéclarée. C'est-à-dire une guerre bien réelle, qui n'a pas besoin d'être déclarée, mais qui structure ces sociétés entre libres et esclaves. Et cette guerre s'accommode parfaitement du silence. Et donc, de ce point de vue-là, l'existence même de l'institution esclavagiste se dispenserait de toute forme de justification. Et il est vrai qu'au moins, si on doit décrire de manière très générale l'institution de l'esclavage dans le monde antique, il faut d'abord insister sur le fait que ni la prétendue supériorité d'une race, ni l'autorité d'un dieu ou l'autorité des dieux, c'est-à-dire ces deux motifs par lesquels l'esclavage comme institution sera légitime dans les sociétés européennes à partir du Moyen-Âge, aucun de ces deux motifs ne justifiait en eux-mêmes la réduction en esclavage d'individus. Deux Grecs, dès lors qu'ils appartenaient à deux cités différentes, pouvaient tout à fait être réduits réciproquement en esclavage. Mais donc, pardon d'être un peu long sur ce préliminaire, mais il me semble important juste d'insister sur le fait que l'absence de discours sur l'esclavage chez les auteurs anciens, et dont, à mon avis, vraiment la République de Platon est l'emblème, n'est pas l'indice, je crois, d'un manque pour l'historien qui lui conviendrait de combler. Il s'agit plutôt d'un symptôme qui doit l'inviter à observer les formes spécifiques, singulières, à travers lesquelles, dans ces sociétés, on parle du fait esclavagiste, et donc la façon singulière par laquelle ces sociétés aménagent, dans leur discours, sans nécessairement devoir l'expliciter, une place à ceux dont par ailleurs elle organise consciemment la non-existence. Et en ce sens, les discours et l'imaginaire grec de l'esclavage relèvent de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de l'implicite. Et de ce point de vue-là, je pense que saisir la pensée grecque ou l'imaginaire grec de l'esclavage consiste à faire porter l'attention sur des textes très divers, parce que cette pensée de l'esclavage, telle que je l'entends, elle se déploie dans la marge de textes parfois bien connus, on pourrait dire dans leur impensée ou à leur insu, là où parfois l'esclavage cesse d'être un objet explicite des discours, et ça suppose aussi d'accepter que la ligne de partage entre la fiction et la théorie n'a pas nécessairement le tranchant qu'on lui prête pour les auteurs anciens. On pourrait dire, mais c'est juste pour poser comme ça un cadre de la façon qu'on peut approcher ces textes, on pourrait dire de façon que sur ce plan, Platon et Hérodote, qui sont tous les deux des auteurs à la fois de Mutoi et de Logoi, peuvent être considérés comme des collègues. C'est-à-dire qu'on peut les lire à la fois en se livrant à une histoire anthropologique de la philosophie, quand on lit Platon, et essayer de se livrer à une approche philosophique d'un corpus historien quand on lit Hérodote. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est justement m'intéresser à trois ensembles de textes, trois ensembles de récits différents, qui à chaque fois me paraissent justement ces textes que je trouve vraiment intéressants pour aborder l'imaginaire esclavagiste grec ou athénien. Mon premier texte,
je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent, enfin même j'en suis sûr, je le sais. C'est un long traité du IIIe siècle de notre ère d'un auteur d'Asie mineure qui s'appelle Artémidore de Daldis, qui a écrit ses Oneiroe Critica, c'est-à-dire en fait ce texte qui est un long texte dont la traduction courante en français est La clé des songes. En fait, c'est pour nous l'unique texte qui demeure d'une très longue tradition qui existe dans la pensée ancienne depuis au moins le 5e siècle avant notre ère, de divination par les songes. Ce texte, le texte d'Artémidore de Daldis, il se présente comme l'exposé d'une méthode par laquelle l'auteur veut établir des règles pour qu'on puisse se livrer à l'interprétation convenable des visions engendrées par le rêve. Freud lui-même, c'est au début de l'interprétation des rêves, Freud lui-même s'est présenté comme l'héritier de l'œuvre d'Artémidore, même si évidemment sa conception du rêve est très très différente. Chez Artémidore, le rêve ne dit rien de la psychologie personnelle de celui qui l'accomplit. Il n'y a jamais même l'idée que ce qui est en jeu dans le rêve, c'est la réalisation d'un désir inconscient qui serait refoulé. Par contre, il y a l'idée que le rêve, certains rêves, dans certaines conditions, peuvent décrire, peuvent annoncer le futur. Alors, dans ce traité, Artémidore nous transmet un matériel onirique qui est extrêmement riche, composé de récits circonstanciés, il propose d'analyser une série de rêves très très différents. Parfois, c'est des archétypes narratifs. Voilà. Quand on rêve de telle ou telle chose, voilà comment est-ce qu'il faut interpréter ce rêve. Et plus rarement, il présente des canevas de récits, de rêves dont il dit qu'ils ont réellement eu lieu, et donc qu'il évoque pour montrer comment l'art de l'interprétation peut s'exercer à leur sujet. Ce qui est intéressant dans ce traité, c'est qu'on peut observer comment, justement, sur le mode du rêve, on peut reconnaître, disons, des traits structurants d'un certain imaginaire grec au sujet de l'esclavage, puisque parmi l'ensemble des Oneiroe qui servent de modèle à la réflexion d'Artémidore, ceux qui mettent en scène la relation esclavagiste sont très nombreux, que le rêveur soit un maître ou un esclave. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait frappant que le traité accorde presque un soin égal dans son analyse aux rêves d'esclaves et aux rêves d'individus libres, même si, évidemment, la condition statutaire du rêveur joue un rôle dans l'interprétation. Le même rêve effectué, la même vision de rêve de la part d'un esclave ou de la part d'un homme libre signifiera et devra être interprété de façon évidemment radicalement différente. Alors, nombre de ces rêves, je parle vraiment de dizaines de récits de rêves dans le traité d'Artémidore, nombre de ces rêves, évidemment, racontent la violence de la relation esclavagiste. Par exemple, Artémidore explique qu'il est de mauvais augure pour un esclave de voir en rêve des oliviers ou de s'imaginer en train de danser. Ces rêves annoncent tous deux des supplices de la part de leur maître, puisque l'olivier doit être battu pour que tombent ses fruits, et que la danse figure les convulsions du corps sous l'effet des coups du maître. Nombre de visions de rêve évoquent aussi des perspectives d'émancipation de la part des esclaves. Par exemple, explique Artémidore, un esclave s'est vu en rêve doté de 3 phallus, manière de signifier son affranchissement et l'octroi des tria nomina, la triple nomastique de l'homme libre romain. Et à l'inverse, des hommes libres peuvent voir en rêve leur future servitude. Par exemple, c'est amusant, Artémidore explique qu'un grec qui rêverait de son apprentissage de l'alphabet latin serait à terme condamné à l'esclavage, car on ne saurait imaginer qu'un grec libre apprenne le latin autrement que sous la contrainte. Mais si on prend l'ensemble de ces rêves, on voit bien que
il relève, quand il concerne les esclaves, de deux lois apparemment contradictoires. L'esclave est à la fois un bien ou un élément du patrimoine du maître, assimilé à une chose, et il est en même temps, ce qui est apparemment ce qui est a priori contradictoire, il est en même temps une partie intégrante de sa personne. Donc d'un côté, dans les rêves des maîtres, l'esclave offre l'allégorie de toute forme de possession et des usages qui peuvent être faits d'objets possédés. Par exemple, Artémidore nous explique que quand on rêve d'une souris, en réalité, ce rêve annonce le sort des esclaves dans la maison, puisque la souris habite la même maison que les esclaves, elle se nourrit des mêmes mets, elle est déplaisante comme peuvent l'être les esclaves. Aussi est-il bon d'observer, écrit Artémidore, dans sa propre demeure, beaucoup de souris et de les voir joyeuses et joueuses dans les rêves. Elles annoncent beaucoup de bonheur et l'acquisition de nombreux esclaves. Il y a aussi dans le traité un nombre considérable de développements qui sont consacrés aux rêves érotiques que les maîtres et les esclaves, que les maîtres font, où ils rêvent de relations érotiques avec leurs esclaves. Et en fait, le rêve de ces relations sexuelles désigne, si on suit Artémidore, de la manière la plus large, toute forme de jouissance qu'il est possible de retirer de ses propriétés. Donc l'assimilation de l'esclave à toute forme de bien conduit à ce que la relation avec les esclaves en rêve traduise en réalité une relation avec des choses. Mais de l'autre côté, il y a de très nombreux rêves dans lesquels maître ou esclave rêvent mutuellement l'un de l'autre. Et cette fois-ci, c'est assez étonnant puisque le lien entre le maître et l'esclave se traduit souvent par une forme d'identification corporelle. Comme si les affections rêvées de l'un avaient le pouvoir d'annoncer l'état réel à venir de l'autre. Donc un maître voit en rêve, par exemple, son esclave préféré se transformer en torche. Ça signifie qu'il deviendra aveugle, de sorte que son esclave seul lui permettra de voir le jour. Il y a aussi un très long développement dans le traité, dans lequel on voit les esclaves symboliser telle ou telle partie du corps du rêveur. Donc il y a toute une discussion chez Artémidore et ses collègues, qui retracent, par exemple, pour savoir si on a raison ou pas d'identifier les pieds, quand ils apparaissent en rêve, aux esclaves. Et Artémidore explique que oui, généralement, les pieds doivent être interprétés comme des esclaves. Par contre, s'il s'agit des genoux, qui sont évidemment dans une position plus élevée que les pieds, cela doit désigner des affranchis. Bon. Alors, la question, c'est quand même quel sens donner. Et alors, il y a aussi des passages dans le texte d'Artémidore qui sont très étonnants, où ces jeux d'identification entre maître et esclave sont troublants et confinent presque au cauchemar. C'est-à-dire, le rêveur, en particulier quand il s'agit d'un maître, reconnaît dans son esclave comme son alter ego. Typiquement, Artémidore relève à plusieurs reprises un rêve qui doit être très très commun. Quelqu'un, alors il mentionne par exemple un exemple, un estropié du pied droit, je cite Artémidore, rêvait que son esclave était estropié du même pied et boitait comme lui. Or, il le surprit près de la maîtresse dont il était épris, et c'était bien là ce que lui avait prédit le rêve, que son esclave participerait à son châtiment. Bon. Donc, parfois, on voit bien que cette identification entre le maître et l'esclave confine au cauchemar. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est frappant, en fait, c'est que ces récits de rêves stylisés décrivent bien souvent une relation d'appartenance qui excède un rapport de propriété. En tout cas, qui peuvent aller jusqu'à emprunter la forme d'une identification. Ils semblent traduire, d'une certaine façon, un principe sur le mode du rêve, selon lequel, dans le corps du maître, peuvent coexister deux individus, mais une seule personne. Or, ce schème onirique trouve sa forme théorique, en tout cas trouve des échos théoriques très, très clairs,
quand même l'entreprise la plus ambitieuse de définition de l'esclavage qu'on trouve dans la philosophie antique, c'est celle d'Aristote, quand même, dans le premier livre de la politique, où quand Aristote entreprend de décrire ce qui serait à la fois la nature et la fonction de l'esclave, il construit une phrase très étonnante en grec, dans laquelle Aristote explique que d'un côté, c'est une définition très célèbre, l'esclave est un bien ou une propriété, un théma, doté d'une âme, empsukon, mais que, d'un autre côté, il s'agit d'un instrument qui est antérieur aux autres instruments avec lesquels il travaille. Bon. Et donc Aristote construit une définition même de ce qu'est l'esclave, le concept d'esclave qui se décompose en deux branches. D'un côté, l'esclave est avant tout défini comme un bien, comme une chose, et de l'autre, ce qui importe, c'est sa fonction instrumentale. C'est l'instrument de quelque chose d'autre. C'est un organon, hein, c'est le terme qui revient tout le temps dans le texte d'Aristote. Et puis, dans un deuxième temps, Aristote essaie de qualifier plus précisément encore la nature de cette fonction instrumentale de l'esclave au sein de l'économie domestique. Et Aristote explique, alors c'est un passage très célèbre pour tous les philosophes, il explique que les instruments peuvent avoir deux finalités, soit être du côté de la production, de la poiesis, ou de l'action, de la praxis. Dans le cas, si on suit le raisonnement d'Aristote, je vais très vite, hein, mais du côté de la poiesis, un instrument qui serait du côté de la poiesis, c'est une chose qui sert à produire quelque chose, une chose qui sert à la fabrication d'autre chose. Bon. Du côté de la praxis, c'est au contraire n'importe quel objet dont on peut se servir directement. Donc il n'a pas une finalité extérieure. Et c'est très étonnant en fait pour nous, mais Aristote insiste sur le fait que l'esclave est clairement du côté de la praxis et non de la poiesis. Et il insiste sur le fait que si on doit comparer l'esclave à quelque chose, on doit le comparer à un habit, à un lit, et non à la navette qui court sur le métier à tisser, puisque cette navette qui court sur le métier à tisser est de l'ordre de la poiesis, puisque de cette navette, on tire autre chose que son propre usage, alors que de l'habit et du lit, on ne tire que leur propre usage. Bon, nous, évidemment, quand on pense à l'esclavage spontanément, on l'envisage sous l'angle de sa fonction productive. Et spontanément, quand on pense esclavage, on le pense d'abord comme une forme de travail contraint, qui se caractérise par, évidemment, la violence, l'inhumanité dont est victime l'esclave, mais avec, toujours en ligne de mire, cette vocation productive. La définition aristotélicienne, elle ignore totalement cette finalité productive quand il s'agit de définir l'esclave. D'une certaine façon, c'est tout le contraire, c'est l'indétermination. C'est l'extension des usages possibles auxquels un esclave est soumis qui définit le concept d'esclave et qui le distingue de tout autre instrument. C'est-à-dire que l'usage de l'esclave n'a pas de fin qui lui soit prédéterminée. Et Aristote poursuit son raisonnement en ajoutant que l'esclave ne relève donc pas de la sphère de la production et qu'il forme une communauté de vie avec son maître. Et cette communauté de vie doit s'entendre, si on suit le texte aristotélicien, en un sens presque littéral, c'est-à-dire qu'elle fait de l'esclave une partie, voire même un prolongement du maître. Et au sens, c'est le texte aristotélicien, où l'esclave est à la fois un instrument et un organe de son maître, selon le double sens dont on peut traduire le terme d'organon. Et donc le lien qui unit, comme de toute façon dans les rêves d'Artémidore, le lien qui unit le maître à son esclave relève d'une forme d'incorporation. C'est-à-dire que la personne de l'esclave étant presque entièrement comprise dans celle du maître. On pourrait dire, pour résumer de toute façon la pensée d'Aristote, que l'esclave est un organe du maître, mais, et Aristote est bien obligé de le reconnaître, c'est bien pour ça qu'il a introduit quand même la question, la dimension de la propriété, cet organe a ce site singulier qu'il peut se détacher sans difficulté de ceux dont il est une partie.
à la manière, en somme, d'une prothèse. Donc il y a un discours qu'on pourrait qualifier, il y a une forme d'organologie de la part d'Aristote qui est très étrangement consonante avec les récits de rêve d'Artémidore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces représentations, elles trouvent, à mon avis, je crois, leur éclairage dans le droit athénien de l'époque classique. Dans le droit athénien de l'époque classique, ce droit de l'esclavage est en partie organisé autour d'une fiction qui est celle de la disparition intégrale de la personne de l'esclave, comprise dans celle du maître. Je veux dire par là que dans le droit athénien de l'époque classique, évidemment, les esclaves ne disposaient d'aucune personnalité juridique, ils ne pouvaient pas lancer des actions devant les tribunaux de la cité, ils ne pouvaient pas même témoigner, et surtout, le maître était tenu comme intégralement responsable des actions commises par son esclave. Donc l'esclave, de toute façon, n'existait sur la scène du droit, d'un point de vue légal, que par l'intermédiaire de son maître. On le voit très bien, par exemple, dans la façon dont fonctionne une procédure. C'est-à-dire que vous pouvez poursuivre un esclave, donc vous pouvez aller voir un magistrat et accuser tel ou tel esclave athénien, mais l'action est lancée contre l'esclave, qui est bien, dans ce point de vue-là, un sujet de droit, mais en dernière instance, cet esclave est identifié à un maître qui, lui, porte la responsabilité des actions commises par l'esclave. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'esclave est un sujet de droit, mais qu'il n'est pas une personne. C'est un sujet de droit qui est contenu juridiquement dans une personne qui est celle de son maître. Mais évidemment, c'est une fiction. Et cette fiction est toujours, évidemment, imparfaite. On pourrait dire que le rêve, chez Artémidore, est le lieu d'expression de cette identification impossible. Je veux dire par là que les rêves mettent en scène la puissance de cette fiction par laquelle l'esclave s'abolit dans la personne du maître, en même temps qu'il la révèle comme étant une fiction, par tout simplement l'écart de soi à soi qui existe entre le sujet qui rêve et le sujet à l'état éveillé et le sujet pris dans son rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même aussi, je le disais dans le texte d'Artémidore, c'est cette menace ou cette angoisse qu'on voit de la part des maîtres. Et je pense qu'il y a aussi, on peut le retrouver dans certains textes athéniens de l'époque classique, c'est que de toute façon, cette économie symbolique du substitut qui fait de l'esclave une partie du maître, elle ouvre un vertige. C'est-à-dire qu'elle ouvre un vertige qui est la possibilité que l'identification du maître et de l'esclave les rende finalement indiscernables. C'est-à-dire que la construction imaginaire de cette personne qui incorpore en son sein cet autre qu'elle esclave dessine la possibilité d'une indistinction entre l'un et l'autre, entre le maître et l'esclave. Et c'est un thème qu'on retrouve chez des penseurs athéniens de la fin du 5e siècle. C'est presque, on pourrait dire, cette organologie d'Aristote devient un cauchemar où le maître, qui en vient à se confondre presque entièrement avec son esclave, peut toujours risquer de devenir, d'être entre les mains de celui qui, normalement, n'est que son substitut. Voilà le premier texte dont je voulais parler. Le deuxième texte, qui me semble extrêmement riche, se trouve dans le livre 6 des Histoires d'Hérodote, écrit donc au milieu du 5e siècle avant notre ère. C'est un texte bref, dans lequel Hérodote, et qui est rarement discuté par les historiens de l'esclavage, alors que c'est quand même un texte dans lequel Hérodote propose une véritable étiologie, c'est-à-dire qu'il fait le récit expliquant pour quelles raisons les Athéniens, à une époque très très ancienne, c'est-à-dire en fait au tout début de leur histoire, si on suit Hérodote,
ont choisi de recourir à l'esclavage, et d'y recourir massivement. Alors on est à l'extrême fin du livre 6. Quel est le contexte? En fait, Hérodote raconte la conquête de l'île de Lemnos par les Athéniens à la fin du VIe siècle. Et il inscrit cette conquête, accomplie donc par ce grand personnage de l'histoire athénienne qu'est Miltiade, le vainqueur ensuite de la bataille de Marathon en 490. Il inscrit cette conquête dans le prolongement d'une longue série d'actes de violence qui auraient opposé, à des périodes très très anciennes, les Athéniens et un peuple étrange qui aurait donc résidé finalement sur l'île de Lemnos. Et ce peuple, c'est celui des Pélages. Qu'est-ce que nous explique Hérodote? Il nous explique qu'à une époque très ancienne, Athéniens et Pélages coexistaient ensemble sur le territoire de l'Attique. Même les Pélages habitaient sur une terre prospère de l'Attique, au pied de la montagne de Limète, que les Athéniens leur avaient généreusement accordée, en contrepartie de l'érection d'un mur auquel les Pélages avaient contribué. Or, nous explique Hérodote, les Pélages, depuis cette position sur le territoire même de l'Attique, en auraient profité pour outrager, et il faut ici entendre assaillir sexuellement, violer, les filles des Athéniens qui, explique Hérodote, se rendaient constamment pour chercher de l'eau à l'Énéakrounos, la fontaine aux 9 bouches d'Athènes. Puis, après cet outrage contre les femmes d'Athènes, les jeunes Athéniennes, les Pélages auraient monté un projet de putsch, de prise de pouvoir contre les Athéniens. Les Athéniens les auraient condamnés à quitter le pays, ce qui expliquerait que les Pélages auraient finalement quitté l'Attique et se seraient installés à Lemnos. Hérodote explique donc que c'est l'outrage commis par les Pélages contre les femmes athéniennes alors que ces dernières allaient chercher de l'eau à la fontaine de l'Énéakrounos qui aurait enclenché un cycle de vengeance qui s'achève par la conquête de Lemnos. Et l'importance de cet épisode dans la mémoire athénienne se mesure d'abord à la localisation des espaces qui sont évoqués par Hérodote, puisque cette fontaine, l'Énéakrounos, n'est pas du tout une fontaine comme les autres à Athènes, à l'époque où Hérodote écrit, au milieu du 5e siècle. Cette fontaine, qui est en bordure de la rivière de l'Ilissos, à Athènes, était la seule à offrir une source régulière et constante d'approvisionnement en eau. Donc, au centre de l'espace civique, l'outrage des Pélages constituait une menace vitale, au sens strict, pour les habitants de la cité. Or, au cours de ce récit, c'est l'écriture hérodotéenne, c'est une forme de digression dans la digression, puisque cet épisode est lui-même une digression. Bon, à la manière d'une digression dans la digression, Hérodote glisse une phrase, c'est une courte incise de 13 mots, en grec, pas plus. Hérodote explique, à cette époque-là, c'est-à-dire au temps des Pélages, les Athéniens, tout comme d'ailleurs les autres Grecs, n'avaient pas encore d'esclaves. En fait, cette phrase suggère un lien de conséquence qui n'est rien de moins qu'une étiologie du recours à l'esclavage en Grèce, c'est-à-dire que Hérodote, à Athènes, pas en Grèce, à Athènes. Hérodote nous dit, suite au viol de leurs femmes, les Athéniens décidèrent de recourir au travail des esclaves, ces derniers accomplissant des tâches qui leur étaient autrefois dévolues. C'est-à-dire que le viol des Athéniennes par les Pélages joue implicitement le rôle d'événement fondateur qui explique le recours à l'esclavage dans la cité. Alors ce lien établi par Hérodote est frappant, d'abord parce qu'on peut dire qu'il déjoue, là encore, les représentations ordinaires qui conçoivent l'esclavage, en premier lieu, comme une forme d'exploitation de la main-d'œuvre définie par la violence, la contrainte et la potentielle profitabilité. En fait, c'est d'abord, si on suit Hérodote, en relation avec la division sexuée des tâches dans l'ensemble de la cité, et comme la conséquence surtout d'une menace sexuelle pesant sur les corps féminins, qu'Hérodote conçoit le recours à l'esclavage. Même la façon dont l'historien raconte l'épisode suggère que,
à partir du moment où les femmes d'Athènes n'avaient plus à se rendre à la fontaine proche de l'agora, elles auraient été naturellement cantonnées à l'espace domestique. Comme si c'est l'esclavage qui avait permis d'assigner au corps féminin la place qui leur revient dans la cité, à distance des espaces publics. C'est une suggestion qu'on peut faire à partir du texte d'Hérodote, mais qui renvoie à un gigantesque débat très difficile, malheureusement, à documenter, mais qui est, je pense, d'une très grande importance historique. Disons que c'est une hypothèse qui existe chez les historiens de l'esclavage depuis au moins la fin du XIXe siècle, qui consiste à se demander dans quelle mesure le développement de l'esclavage dans le monde grec a-t-il contribué à organiser la séparation genrée des activités de travail. Puisqu'on voit bien, c'est vrai qu'on voit bien par exemple, que à une très haute époque, dans le monde de l'épopée, par exemple, on voit que certaines activités, certains types de travaux sont accomplis, notamment des travaux agricoles, sont accomplis aussi bien par des hommes que par des femmes. On voit des femmes travailler au champ. On a l'impression quand même que c'est beaucoup plus rare quelques siècles plus tard. Et entre les deux, il y a eu quand même cette pour le dire un peu schématiquement, un peu rapidement, mais il y a eu cette très grande transformation. Grande partie des sociétés grecques sont devenues des sociétés esclavagistes. Dans quelle mesure l'esclavage a contribué à redéfinir des types d'activités dans la cité en assignant certaines tâches aux hommes et certaines autres aux femmes? C'est une hypothèse qu'avait avancé récemment, récemment, je veux dire dans les années 80, un historien français qui s'appelait François Sigaud, mais qui a expliqué ça en à peine 2 paragraphes et demi. Et c'est très difficile évidemment à documenter, mais je pense que c'est quand même une question importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour expliquer le recours à l'esclavage, Hérodote n'insiste pas sur les profits économiques que les maîtres retirent du travail de leurs esclaves, c'est au contraire la disponibilité du corps esclave. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire la possibilité qu'il soit indéfiniment soumis à la violence sexuelle qui est au centre du récit. Puisque ce qu'on entend dans le texte d'Hérodote, c'est que dans la mesure où le corps des esclaves est ontologiquement déshonoré, c'est-à-dire qu'il est livré à l'appropriation et à tous les usages de la part d'autrui, le corps esclave ne saurait encourir le risque de la souillure et de l'outrage. Et c'est en ce sens-là que ces esclaves peuvent remplacer les jeunes filles d'Athènes. Et la disponibilité de ces esclaves permet en retour de préserver le corps des filles d'Athènes destiné à la reproduction du corps civique. D'une certaine façon, on pourrait dire que la fonction première de l'esclavage serait d'assurer l'immunité des corps féminins libres destinés au mariage et à la procréation. Une question très importante, par ailleurs, dans ce récit, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que font les Pélages dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve au centre d'un récit comme celui-là? Et qui sont, en réalité, les Pélages? Bon, si on prend toute la littérature ancienne qui mentionne les Pélages, évidemment, on trouvera des traditions à leur sujet qui sont extraordinairement contradictoires. Pendant longtemps, les historiens ont essayé de donner même un crédit historique au récit, à la mythographie ancienne au sujet des Pélages, c'est-à-dire même d'essayer de raconter, à propos de ce que les auteurs anciens racontent au sujet des Pélages, d'essayer d'y retrouver les traces de grands processus historiques qui avaient eu lieu en Méditerranée orientale à une très très haute époque. On a identifié, on a pensé que les Pélages étaient une branche des populations tyrrhéniennes, que les Pélages seraient peut-être des peuples venus d'Afrique, qu'ils seraient peut-être des Illyriens. Bon, toutes ces thèses ont été avancées. Aujourd'hui, évidemment, il ne reste plus grand-chose de ces constructions-là. Et en fait, ce qui est très étonnant quand on voit la façon dont les textes anciens parlent des Pélages, c'est que les Pélages sont à chaque fois présentés comme un peuple qui n'a aucune coutume spécifique, qui n'a pas d'identité. C'est un peuple sans identité. Et on comprend bien qu'en fait, les Pélages interviennent à chaque fois chez les auteurs anciens pour désigner
une forme d'altérité temporelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en se référant au Pélage, les Grecs pensent un passé très ancien, la façon dont à la fois ils en proviennent et ils s'en sont arrachés. C'est par exemple Hérodote qui nous explique que les Pélages accomplissaient comme les Grecs. C'est au Pélage qu'on devrait les premiers sacrifices accomplis pour les dieux, mais qu'à l'époque des Pélages, les dieux n'avaient pas encore trouvé leur nom. Bon. On était à un moment où voilà, on ne pouvait pas encore identifier les dieux. Donc à chaque fois, l'invocation des Pélages sert à penser une origine, une rupture et une transformation. Et de ce point de vue-là, quelque chose qu'on retrouve dans un ensemble de textes, c'est que les Pélages, le temps des Pélages, désigne justement un moment où l'esclavage n'existait pas encore dans le monde grec. D'où, par exemple, des fêtes qui existent en Thessalie, à l'époque hellénistique, qui célèbrent les Pélages, c'est la fête des Péloria, et qui sont des fêtes au cours desquelles on explique que les maîtres et leurs esclaves banquettent ensemble. Il s'agit de figurer rituellement l'existence d'un temps très ancien dans lequel, de toute façon, la distinction entre libre et esclave n'existait pas véritablement. Or, ce qui est très frappant, enfin, c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans cet épisode, c'est que les Pélages, l'altérité des Pélages était incluse au centre du paysage civique des Athéniens à l'époque classique. Au centre de la cité d'Athènes, au 5e siècle, il existe une zone sacrée à côté de l'acropole qu'on appelle le Pélargikon, et dont les Athéniens veillent très précisément à ce que cette zone reste inappropriable, à ce qu'on n'y construise rien, à ce qu'on ne puisse absolument pas y cultiver quoi que ce soit. Donc les Pélages sont des autres, mais dont le souvenir est placé d'une façon au centre de la cité. Et de manière générale, il me semble que le texte d'Hérodote peut se lire comme une méditation sur les formes d'altérité, au sens où il faut que les Athéniens expulsent les Pélages pour être pleinement athéniens. Et en même temps, ils en gardent la mémoire au centre de la cité. Mais de manière plus générale, la légende pélagienne fait le récit d'une double violation d'une relation d'échange pacifique qui devrait exister entre les Athéniens et un autre peuple. Cette double violation prend la forme, elle aurait dû prendre la forme de l'échange des femmes, des liens du mariage, dont les règles sont transgressées par le rapt des femmes et par la violence. Donc, la légende pélagienne, de ce point de vue-là, elle met en scène ce qu'on peut appeler un lien de xénia, d'hospitalité, qui dégénère dans l'hostilité et dans la guerre. On est dans une configuration de l'hôte qui, en même temps, peut évidemment devenir un ennemi, selon ses connexions étroites qui associent la figure de l'hôte et celle de l'ennemi, comme l'a montré Benveniste dans ses réflexions autour de la notion d'hostis en particulier. Donc, mais avec à chaque fois une relation qui passe par l'alliance matrimoniale ou la guerre avec celui qui est identifié comme l'autre par excellence, que seraient les Pélages. Or, le récit d'Hérodote suggère d'une certaine façon que l'esclavage procède d'une altérité qui est radicalement différente. C'est-à-dire une altérité qui ne se fonde sur aucune réciprocité, même asymétrique. Cette relation ne naît de la violation d'aucune loi de l'échange. Et on pourrait dire que ni l'alliance, ni la guerre n'en constituent un horizon. C'est que l'esclavage est précisément la négation imaginaire de toute figure du lien. L'esclavage définit une altérité sans visage et sans nom, qui procède comme ça d'un... Enfin, c'est-à-dire que l'esclave n'est pas de toute façon cet autre avec lequel des femmes peuvent s'échanger ou être violentées, ou contre lequel des guerres sont menées. Son existence est rejetée dans les ténèbres extérieures, et elle est refusée si radicalement
qu'elle ne donne lieu, et c'est ça qui est à mon avis important dans le récit, à aucune forme de symbolisation, aucune forme de mise en récit. Et on ne saura jamais rien des esclaves qui ont remplacé les femmes d'Athènes pour aller chercher de l'eau à la fontaine de l'Énéachronos. Comme si il n'y avait évidemment rien à en savoir et rien à en dire. Et alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que si on se déplace dans le temps, puisque Hérodote nous raconte l'histoire de l'esclavage, disons de la fondation de la société esclavagiste athénienne, qui fixe à une époque, disons, très lointaine. Si on se déplace à Lemnos, au début du 1er siècle avant notre ère, donc dans cette île, dans laquelle on pourrait dire la présence des Pélages n'est plus qu'un lointain souvenir, au début du 1er siècle avant notre ère, Lemnos est sous contrôle athénien, même si évidemment l'île est en train d'intégrer, comme l'ensemble du monde égéen, l'Empire romain. Au nord-est de l'île, à côté de la cité principale, des Phaïstia, se trouve un sanctuaire qu'on appelle le Kabirion, donc en l'honneur de ces divinités, les Kabyres, qui sont mystérieuses, célébrées dans le nord de l'Égée, dont on sait qu'à Lemnos, elles donnaient très certainement lieu à l'organisation de mystères. On a retrouvé dans le Kabirion de Lemnos 4 stèles sur lesquelles ont été gravés 38 actes d'affranchissement, c'est-à-dire des actes par lesquels des maîtres venaient libérer leurs esclaves. La plupart des maîtres qui apparaissent sur ces inscriptions, dans ces actes d'affranchissement, sont athéniens. Alors il y a tout un débat parmi les éditeurs des inscriptions pour savoir si ce sont des Athéniens qui résident à Lemnos ou si, comme le pense Bianchi, s'il pourrait s'agir en fait d'Athéniens qui venaient d'Athènes, qui auraient traversé la mer Égée pour affranchir leurs esclaves à Lemnos. Alors pour quelles raisons ? Impossible évidemment de savoir précisément. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fascinant dans ces inscriptions, c'est qu'on trouve un formulaire, enfin on trouve une expression unique dans tous les actes d'affranchissement qu'on connaît dans le monde grec. D'un point de vue épigraphique, c'est une source extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des milliers d'actes d'affranchissement dans le monde grec, de Grèce centrale, en Grèce du Nord. Bon, donc c'est un type de formulaire qui est très bien documenté et pour lequel voilà, notre documentation est très riche. Et on trouve cette expression qui est unique où, à chaque fois, après que le nom du maître et celui de l'esclave ont été mentionnés, on affirme que désormais, l'affranchi sera libre et il sera xénon ou xénen métaxénon. C'est-à-dire qu'il sera étranger parmi les étrangers. Et cette expression, on la trouve nulle part ailleurs. Et ici, ça ne décrit pas un statut juridique précis, semble-t-il. Il faut vraiment entendre, je crois, le terme xénos dans sa plus grande généralité. Là, on voit... On a d'une certaine façon, bon, ça me plaît aussi parce que évidemment c'est à Lemnos, donc en rapport avec le texte d'Hérodote, on voit que l'esclave, d'une certaine façon, au moment où il est affranchi, devient libre, désormais il est reconnu comme une personne. Il n'est pas encore un citoyen, mais il est déjà un étranger, et donc, comme Xénos, il est déjà potentiellement un hôte. Mais il sort de cette absence de symbolisation ou d'identité qui était sous-entendue, je pense, dans le texte ou dans le récit d'Hérodote. J'en arrive à mon 3e texte, le dernier, je vous rassure, qui est un texte célèbre, difficile, et en même temps un texte magnifique, c'est la digression, ce qu'on appelle la digression du Théétète dans le dialogue du même nom de Platon. On parle de digression du Théétète au sens où ce dialogue, le Théétète, porte, en tout cas il est défini d'emblée dans les premiers échanges du dialogue, comme un dialogue portant sur la science, sur l'épistémé, et au centre de ce dialogue, il y a un bref passage qu'on appelle donc la digression du Théétète, où tout d'un coup, Socrate et ses compagnons se mettent à parler d'autre chose. Bon. Alors ils surplombent l'agora d'Athènes, et
la digression consiste d'abord en une célébration par Socrate de l'activité, enfin l'éloge de l'activité philosophique dont Socrate explique qu'elle exige de s'épanouir à distance de la vie civique, à distance du monde de l'agora. Et de manière générale, dans toute la digression, Socrate va défendre de manière polémique, brutale, violente, la place qui revient aux philosophes authentiques dans la cité, qu'à plusieurs reprises il identifie à la position d'homme, dit-il, entièrement libre. Et donc il en vient à distinguer deux groupes dans la cité. D'un côté, le cœur des philosophes, et de l'autre, celui de tous les hommes qui sont engagés dans le fonctionnement ordinaire de la vie démocratique, tous ceux qui fréquentent quotidiennement l'agora, et il faut imaginer, c'est comme ça que Platon met en scène le dialogue, Socrate et ses disciples qui regardent, en surplombant l'agora, tous ces hommes qui s'agitent vainement sur l'agora. Et il explique, Socrate explique que ces hommes s'expriment et agissent toujours dans l'urgence, ils s'expriment sans loisir, en ascolia, et contrairement aux philosophes, on ne leur laisse jamais le temps d'élaborer des discours sur ce qu'ils désirent. Au contraire, le cœur des philosophes dispose d'un temps libéré de toute contrainte, au point qu'il dispose de la liberté de remplacer un discours par un autre. Et Socrate explique que le cœur des philosophes se caractérise par le fait de jouir du privilège du loisir, de la scolée, qui de toute façon est une condition de l'activité philosophique. Et assez rapidement se construit une opposition donc éthique entre deux catégories d'individus qui est présentée sur le mode d'un dualisme sociopolitique où d'un côté le monde de l'agora et le monde des esclaves, d'un point de vue métaphorique, et le monde des philosophes, et le cœur des philosophes, et le cœur des hommes pleinement libres. Évidemment, alors le recours à la métaphore esclavagiste pour décrire tous ces hommes qui sont sur l'agora est infiniment provocatrice. Il s'agit de décrire les citoyens athéniens au moment même où ils exercent leurs compétences de citoyens sur l'agora, dans les procès, de les qualifier par le statut dont ils se distinguent le plus sur le plan légal, et dont ils sont même l'envers, c'est-à-dire celui d'esclaves. Et on pourrait dire, de façon, que Socrate fait même du lieu dans lequel le statut de citoyen et la parole civique est magnifiée, le tribunal, il en fait une caserne d'esclaves. Donc il y a un renversement qui est éminemment provocateur. Mais il y a autre chose encore de plus précis, de plus, étonnant dans le propos de Socrate, c'est que Socrate explique que les hommes véritablement libres que sont les philosophes, qui se sont donnés à la philosophie, sont étrangers à la vie politique de leur propre cité. Ils ignorent tout de cette vie politique, ils ne savent pas où se trouve le tribunal, l'assemblée, le conseil, etc. etc. Bon. Mais, nous explique Socrate, cette ignorance volontaire se double d'une plus grande ignorance encore, je cite, « Et si quelque chose de bien ou de mal arrive dans la cité, ou si quelqu'un a hérité d'un mal de ses ancêtres, soit par les hommes, soit par les femmes, le philosophe en a encore moins connaissance que du nombre de pintes, comme on dit, contenues dans la mer. Et tout cela, ça c'est extraordinaire, et tout cela, il ne sait même pas qu'il ne le sait pas. » Donc, Socrate suggère qu'il y a une forme d'occultation qui est au cœur de la condition philosophique, qui est même nécessaire à l'exercice de la pensée. Pour être philosophe, il ne suffit pas d'ignorer le fonctionnement de la vie civique, il faut ignorer cette ignorance. Donc, on pourrait dire que le propos de Socrate, il place le démenti, ou la dénégation, au sens freudien, c'est-à-dire la façon par laquelle le sujet se protège en désavouant ce qu'il menace, au cœur de la vie philosophique. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui est l'objet de ce démenti? Quel sens donner à cette conception de l'activité philosophique qui identifie la liberté la plus pure et qui s'oppose à
à un monde d'esclaves. Alors, on pourrait faire un détour intéressant par l'œuvre de Bourdieu, parce que Bourdieu a été fasciné depuis, il l'a raconté, hein, depuis ses années d'étudiant, par la digression du tête-tête, et c'est, je crois, le texte classique qui revient le plus intensément dans toute l'œuvre de Bourdieu depuis ses premiers textes dans les années 60 jusqu'aux Méditations pascaliennes, où tout le début des Méditations pascaliennes, donc qui date de 1997, est consacré. Il revient tout le temps sur la digression du tête-tête. Et je crois que Bourdieu disait même que ce texte avait fait beaucoup dans la transformation, dans sa conversion, puisque, vous savez, chez Platon, chez Socrate, on se convertit à la philosophie. Et tout ça, c'est toujours presque des histoires de conversion. Et Bourdieu a raconté l'histoire de sa conversion de la philosophie à la sociologie. Et le texte du tête-tête y est pour beaucoup. C'est en lisant et en relisant la digression du tête-tête qu'il aurait fait le choix de la sociologie contre la philosophie. Puisque ce qui fascinait Bourdieu dans le texte de Platon, c'est qu'il y reconnaissait la cécité, l'aveuglement constitutif de l'activité savante quant aux conditions sociales et matérielles qui la rendent possible. C'est-à-dire ce qu'il appelait l'aveuglement des philosophes, l'aveuglement des philosophes aux conditions matérielles qui rendent leur activité possible, mais aussi cette espèce d'aveuglement au carré, si on prend le texte de Platon, c'est-à-dire l'aveuglement des philosophes à leur propre aveuglement scolastique, puisqu'il ne suffit pas d'ignorer où est le conseil, le tribunal, etc. dans la cité, il faut ignorer qu'on l'ignore. Bon. En même temps, ce qui est très frappant, c'est que dans ce commentaire ininterrompu que Bourdieu a fait de la digression du tête-tête, jamais il ne semble se rendre compte, on pourrait dire, c'est une autre cécité à l'intérieur même du discours de Bourdieu sur le tête-tête de Platon, il ne semble jamais se rendre compte que la façon dont le monde social, disons, décrit par Socrate dans la digression, est un monde qui oppose les libres aux esclaves. C'est-à-dire que la référence esclavagiste dans le texte platonicien est complètement ignorée par Bourdieu, où lui, il y voit une opposition, ça c'est les thèmes bourdieusiens, entre logique théorique des philosophes et la logique pratique qui serait celle des acteurs présents sur l'agora. Or, dans le texte, en réalité, c'est une opposition entre l'esclavage et la liberté qui est mise en scène. Ce que je veux dire par là, c'est que si, pour reprendre la façon dont Bourdieu pense tout ça, la logique de la pratique est discréditée, si le cœur philosophique s'en détache et revendique même de tout en ignorer, c'est parce que l'esclavage en est la vérité profonde. C'est parce que l'esclavage, dans le texte platonicien, est la vérité profonde du monde de l'agora que ce monde est profondément antagoniste à cette science des hommes libres qu'est la philosophie. Bon. Et là, à mon avis, on entre dans quelque chose d'intéressant qui a à voir avec la façon dont les philosophes pensent leur position dans la cité en rapport avec la question de l'esclavage, et on est obligé dans ce cas-là d'évoquer, c'est un petit détour, et je reviendrai ensuite, à mon avis, au secret, disons, pour dramatiser un peu la situation, mais au secret qui est contenu dans la digression, il faut quand même mentionner l'importance d'un épisode, alors sur lequel Jean-Manuel aura sans doute des choses à redire, mais qui concerne la captivité de Platon. C'est-à-dire, Platon, vous savez, il y a toute une tradition textuelle qui explique que Platon a été réduit en esclavage. Bon. Alors, il y a plusieurs récits, il y a plusieurs traditions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport étroit entre les récits autour de la réduction en esclavage de Platon et la fondation même de l'Académie, en 387 avant notre ère, qui est un moment capital. On pourrait dire il n'y a pas de philosophie, ce que même nous on appelle la philosophie, sans ce moment décisif qu'a été la fondation d'une école à côté du sanctuaire des Cadémos, dans les faubourgs d'Athènes.
puisque c'est cette école qui a fait qu'une tradition intellectuelle, puis une tradition textuelle surtout, s'est construite, qui a pris pour nom la philosophie et qui, bon an, mal an, s'est transmise jusqu'à nous. Or, dans les traditions textuelles qui existent autour de la réduction en esclavage de Platon, la tradition majoritaire fait intervenir un personnage auquel Platon, en tant qu'esclave, devait sa liberté. Ce personnage, c'est Anicéris de Cyrène. Si on suit en particulier, alors, Diogène Laërce, mais qui est loin d'être le seul à mentionner le personnage, c'est cet individu, Anicéris de Cyrène, qui aurait racheté Platon sur un marché d'esclaves à Égine, après que Platon avait été réduit en esclavage en Sicile. On est dans les années 390, on est avant fin des années 390, début des années 380, on est avant la fondation de l'Académie. Et le récit est le suivant, les proches de Platon à Athènes auraient voulu rembourser Anicéris, mais avec l'argent de ce remboursement correspondant au prix de rachat de Platon, Anicéris aurait acheté le petit jardin de l'Académie. C'est-à-dire qu'il aurait refusé d'être remboursé, mais cette somme, c'est le prix de la liberté de Platon, matériellement, et qui est rendu à Anicéris. Anicéris la refuse, et à la place, il offre le petit jardin qui ensuite va être la base de l'école de l'Académie. Donc, la maison de l'Académie donnait d'une certaine façon une forme matérielle à l'acte d'achat ou de rachat de Platon. Tout se passe de façon comme si la maison gardait la trace de cette ancienne captivité de son fondateur, transfigurée en un acte fondateur de la liberté authentique, celle de la philosophie. On pourrait dire de façon que la liberté, si je reprends la digression du tête-à-tête, la liberté par excellence qui a pour nom la philosophie, procède du renversement et de la transfiguration de l'esclavage dont l'enceinte même de l'Académie conservait la mémoire. On pourrait dire que l'Académie est un fétiche qui à la fois signe l'effacement de ce dont elle provient, c'est-à-dire l'esclavage de Platon, et qui en même temps le désigne comme effacé. Mais on pourrait dire que l'esclavage de Platon qu'il y a cette mémoire de l'esclavage de Platon dans les fondations même de l'Académie. Mais alors, si on revient à la digression du tête-à-tête, il y a une question qui reste finalement irrésolue. Les philosophes sont pleinement libres, d'accord, et ils se distinguent d'une foule d'esclaves, d'accord. Mais si on suit le texte de Platon, ils ne semblent pas véritablement posséder d'esclaves. C'est-à-dire que leur liberté ne se définit pas principalement comme une maîtrise, sauf au moment où Socrate explique qu'ils vont convoquer les discours les uns après les autres, comme on peut convoquer des esclaves. Mais du coup, il y a quand même une question qui, à mon avis, qui est une question centrale dans toute la pensée philosophique athénienne du IVe siècle, qui est celle de savoir s'il existe une définition de la liberté dont le contenu soit pleinement autonome par rapport à la maîtrise. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être libre sans être un maître? Est-ce que la liberté serait autre chose, peut-être autre chose qu'une maîtrise qui s'ignore comme étant une maîtrise? Mais est-ce qu'on peut réellement dissocier la liberté et la maîtrise? Et d'une certaine façon, Aristote reprend cette question dans le premier livre de la Politique, et je dirais qu'il trahit le secret, ou il vend la mèche, mais il trahit le secret de l'ignorance qui était revendiquée par Socrate, et l'ignorance de l'ignorance revendiquée par Socrate. Puisque, je répète, livre 1 de la Politique, l'objet de l'entreprise d'Aristote, c'est de distinguer les différents types de pouvoirs à l'œuvre dans la cité, de différencier en particulier le pouvoir qu'exerce un maître sur ses esclaves, l'arche despotique, du pouvoir qu'exerce un citoyen sur un autre citoyen. Et bien expliquer que c'est deux types de pouvoirs qui sont incommensurables, qui n'ont rien à voir. Mais, tout en établissant cette distinction, qui est capitale pour Aristote,
il en vient, à un moment du livre 1, à penser la façon dont ces différents types de pouvoirs s'articulent. La question que pose Aristote, c'est celle de savoir quelle est la meilleure façon pour un maître de gérer ses activités domestiques afin de pouvoir se consacrer à ce à quoi il est véritablement par nature destiné, c'est-à-dire la pratique de la philosophie et la citoyenneté. Or, et toute la question du coup qui se pose, c'est en particulier celle de savoir donc, comment administrer ces biens et quel est le statut dans l'administration de ces biens que peuvent jouer les intendants esclaves, c'est-à-dire des esclaves, des épitropoi, c'est-à-dire des esclaves qui sont placés par leur maître dans une position d'autorité pour gérer les biens du maître dans la maison. Et, explique Aristote, pour accomplir ce à quoi il est destiné, l'homme libre doit non seulement être déchargé d'activités productives, mais plus encore de l'administration domestique en la confiant à des esclaves. Et Aristote théorise le fait qu'une saine ignorance de l'organisation de son oikonomia est indispensable à l'exercice de la liberté. Et de façon très très claire, très simple, Aristote explique que précisément la figure de l'intendant esclave, celui qui est chargé par le maître de son administration domestique, sert de façon à faire écran et à masquer les conditions matérielles qui permettent à son maître l'exercice de sa liberté. L'intendant esclave offre à son maître l'illusion de son détachement, de son désintéressement, sans lesquels il ne peut pas y avoir de politique ou de philosophie digne de ce nom. Et si on suit le texte d'Aristote, il est très clair que l'intendant esclave permet d'une certaine façon de transformer un maître en un philosophe et un citoyen. On dirait d'une façon que le maître et le citoyen philosophe sont deux personnages distincts correspondant à un seul et même individu, mais pour que le philosophe citoyen soit, il faut qu'il ignore qu'il est par ailleurs un maître. Donc on voit bien, et c'est là que c'est une réponse d'une certaine façon à la digression du tête-à-tête. On voit bien que Socrate est explicite dans le tête-à-tête. La scène philosophique repose, l'existence même de la philosophie repose sur un déni. Dans la mesure où ils prétendent ne rien savoir des conditions matérielles qui rendent leur activité possible, les philosophes se rêvent comme des hommes libres, loin de la foule servile de la cité démocratique. Mais cette liberté est une maîtrise qui ne dit pas son nom. Et de ce point de vue-là, le propos d'Aristote, il me semble d'une importance capitale parce qu'il donne corps à cette hypothèse très claire, la liberté est indissociable de la maîtrise. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre définition de la liberté que celle qui s'enracine. Et je pense que c'est infiniment problématique. C'est une question qui, de toute façon, est encore un peu la nôtre. Il n'y a pas d'autre définition de la liberté que celle qui s'enracine dans la figure du maître d'esclave, mais en même temps, ce secret doit être tu. On doit l'ignorer et idéalement même ignorer qu'on l'ignore. Donc voilà le troisième texte dont je voulais parler. Pour conclure, si je reviens à la proposition de Finlay, qui réfutait l'existence d'une idéologie esclavagiste en Grèce ancienne. Je pense évidemment qu'à la fois, de toute façon, cette hypothèse posée par Finlay, elle est éclairante, elle nous met sur un chemin qui est vraiment intéressant, et en même temps, elle peut pas être, elle peut évidemment, elle doit évidemment être discutée, voire même contestée. Peut-être qu'il n'y a pas d'idéologie esclavagiste, mais il y a bien une pensée de l'esclavage. Les quelques textes ici que j'ai mentionnés ne se présentent pas comme des apologies de l'institution esclavagiste. Et d'ailleurs, pour quelle raison est-ce qu'il aurait fallu défendre cette institution qu'était l'esclavage? Cette institution, encore une fois, n'a jamais été menacée. Il n'y avait pas de raison de devoir la justifier, voire, ou même la défendre. Donc ce ne sont pas des apologies de l'institution esclavagiste, mais dans ces textes, on peut voir, d'une certaine façon, il me semble, la mise en tension
voire même les contradictions qui traversent ou qui organisent le fonctionnement de l'institution esclavagiste dans la société civique athénienne. On entend la façon dont l'apparition de l'esclavage a représenté une nouveauté radicale dans la grammaire des pouvoirs. Cette contradiction, les contradictions propres à l'institution esclavagiste, on les entend aussi dans cette étrange figure aristotélicienne de l'esclave qui est à la fois un organe et la propriété aliénable, enfin à la fois la propriété aliénable de son maître et une composante de sa personne. Pour tous les historiens de l'esclavage aujourd'hui, qui travaillent sur des périodes anciennes ou des périodes plus récentes, il existe une exigence qui consiste, et que tous les historiens ne cessent de défendre, c'est celle d'écrire une histoire de l'esclavage qui est aussi une histoire écrite du point de vue des esclaves, et une histoire qui fasse entendre le point de vue des esclaves, mais aussi leur capacité d'agir, leur agentivité dans les sociétés dont ils ont été évidemment des acteurs pleins, entiers, et en même temps évidemment des victimes. Une des difficultés qu'on a quand on travaille sur les sociétés anciennes, c'est évidemment l'aphasie des esclaves auxquels il est très difficile, en raison même de nos sources, de prêter une voix. Je pense qu'il y a une autre façon de procéder qui est possible, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre cette silenciation, mais il est possible de reconnaître une place aux esclaves en essayant d'une façon de penser la cité avec et depuis leur absence dans nos documents, c'est-à-dire en faisant, et aussi par ailleurs, comme j'ai essayé de le faire, en faisant entendre d'une façon leur présence dans les contradictions ou les impensés des textes, parfois les mieux connus de la littérature grecque ou la littérature romaine. D'une façon, je pense que c'est une façon indirecte de pouvoir faire entendre d'autres voix dans la cité. Mais quand même, peut-être juste pour finir, en rapport avec la digression du thé-et-tête, je voudrais mentionner un fait qui est quand même tout à fait étonnant, au moins, je pense, dans la façon dont on apprend le grec en France, mais je pense qu'on pourrait dire même dans le monde francophone, mais ça, vous me le direz ou pas, c'est que on apprend toujours, le premier verbe qu'on apprend, qu'on décline, enfin, le premier verbe qu'on apprend, c'est le verbe luo. Et on apprend mécaniquement luo, lueis, luei, je délie, tu délis, il délie. À chaque fois, on prétend à ce verbe un sens à la fois magnifique et assez mystérieux, qui est cette traduction par délier. Bon. Or, ce qui est intéressant, c'est que luein et ses dérivés ne signifient en fait que très rarement, dans les textes anciens, l'acte de délier ou même de dénouer. Ou en tout cas, c'est une version, disons, très métaphorisée d'un usage beaucoup plus courant. Dans son usage le plus courant, qui est attesté pour le coup par des centaines d'inscriptions de différentes régions de la Grèce, il désigne, alors accompagné généralement, mais pas toujours, par le préverbe apo, l'acte d'affranchir un esclave. Et luein, par exemple chez Sophocle, chez Échille, ça n'apparaît, enfin ça apparaît surtout quand il s'agit d'affranchir un esclave. Et ça a le sens de libérer un esclave. Et je trouve ça étonnant que, de toute façon, on apprend le grec en accomplissant fictivement un geste, c'est-à-dire celui d'affranchir,
dont en même temps on métaphorise et on occulte le sens en lui donnant un sens très beau, délié, bon, mais qui est quand même une version, disons, très euphémisée de son sens premier. Comme si, de toute façon, on était placé, dès qu'on se met à apprendre le grec, dans la position de maître généreux qui offrirait la liberté à un sujet qu'il n'est pas la peine de nommer. Et là encore, en déliant, de toute façon, on s'identifie presque, on pourrait dire, à des maîtres qui feindraient d'ignorer qu'ils possèdent des esclaves. Et j'y entends quelque chose qui a un peu à voir, là encore, avec cette ignorance et l'ignorance de l'ignorance dont parle Socrate dans le Théétète. Voilà. Merci.